Bonjour et bienvenue dans Space. Cette maquette est celle de l'une des comètes les plus connues du système solaire, la fameuse comète 67P Churyumov-Gerasimenko, que la sonde Rosetta a survolée et sur laquelle a atterri Philae. Si cette mission nous a procuré bien des émotions, que nous a-t-elle appris? C'est ce que nous allons découvrir, mais d'abord les nouvelles du mois de notre univers. Après avoir accumulé les retards, le projet de GPS européen Galileo reprend de la hauteur avec le lancement de 2 nouveaux satellites et la remise sur la bonne orbite des 2 satellites lancés précédemment. C'est fait, Lockheed Martin a dévoilé son projet de ravitailleur pour l'ISS qui reprend des éléments du cargo européen ATV et se présente en 2 parties plus un bras robotisé. Enfin, selon des chercheurs danois et australiens, notre galaxie pourrait abriter des centaines de milliards d'exoplanètes potentiellement habitables, c'est-à-dire où la vie pourrait exister. Découvrons à présent les premiers enseignements de la mission Rosetta. Cette mission de chasse à la comète recèle bien des surprises. De la forme inattendue de Churyumov-Gerasimenko, surnommé Chury, à l'atterrissage épique de Philae, en passant par son possible retour à la vie. Ici, nous pouvons voir une maquette de la comète Chury qui se compose de 2 lobes. Philae a atterri sur le plus petit des 2. Philae ne s'est pas juste posé, il a d'abord atterri à l'endroit prévu, puis a fait un énorme bond au-dessus de ce cratère sur le plus petit des lobes et a fini sa course après plusieurs rebonds ici, près du pourtour du cratère. En ce moment, Rosetta veille jalousement sur son petit protégé. À l'heure actuelle, nous essayons de capter des signaux en provenance de l'atterrisseur. Nous l'avons déjà contacté une fois, sans résultat, et nous recommencerons tous les mois, afin de savoir si Philae a réussi à se réveiller et qu'il nous donne alors des informations sur les conditions de luminosité. Nous observons également Chury pour détecter où se trouve exactement Philae. À travers toute l'Europe, des équipes travaillent sur la mission Rosetta, mais c'est à Berne, en Suisse, que l'on a fait la découverte la plus étonnante jusqu'ici, alors que de nombreux scientifiques avaient prédit que l'eau présente sur Chury serait identique à celle que l'on trouve sur Terre. Eh bien, il n'en est rien. Cette mission nous a rapidement permis de constater que l'eau sur la comète était complètement différente de celle dont nous disposons dans ce laboratoire. C'est donc la preuve qu'il existe une eau différente de celle que nous avons ici sur Terre. De précédentes analyses menées sur un type similaire de comète avaient pourtant démontré que l'eau présente sur la comète était analogue à l'eau terrestre. Inutile de dire que les résultats fournis par l'instrument de mesure Rosina installé sur Rosetta ont fait des vagues au sein de la communauté scientifique. C'est totalement surprenant, il nous faut complètement revoir nos hypothèses concernant l'origine de l'eau présente sur Terre si elle ne provient effectivement pas de matériaux issus du plus profond de notre système solaire. D'autres surprises attendent les scientifiques. Les relevés topographiques font notamment état de fissures, rochers, montagnes, cratères et autres ondulations à la surface de Chury. Cela dit, n'oublions pas qu'il s'agit d'une mission en Terre totalement inconnue. J'adorerais me trouver sur Chury et me tenir debout sur la zone étroite entre les 2 lobes que l'on appelle le cou. J'aimerais voir les falaises et leur dénivelé de 700 à 800 mètres, les zones accidentées et les terrains lisses dans la région de Happy, ou encore les falaises dans la région de Sète. Si je touchais la surface de la comète, je me rendrais compte qu'elle est très très froide. Et c'est assez surprenant, parce qu'il s'agit d'un matériau dur, un peu comme de la roche, sauf que ce n'est pas de la roche. C'est un mélange de glace, de poussière et de composés organiques. C'est un matériau dur et poreux à la fois. Il faut bien comprendre que la comète subit un stress thermique énorme. En journée, la température peut monter jusqu'à 50 degrés Celsius et descendre la nuit à moins 200 degrés, voire en dessous. Ces variations génèrent des fissures. La surface se casse à cause de la fatigue thermique.
Les moments intenses ne manquent pas pour l'équipe de Rosetta. Quotidiennement, la sonde envoie des clichés et les résultats des échantillons de poussière et de gaz qu'elle a prélevés. Autre mission primordiale pour ces chercheurs, traquer le moindre signe de vie de Philae. Le réveil du petit robot constituerait en effet une avancée scientifique majeure. La prochaine étape consiste à se rapprocher suffisamment du Soleil pour que l'atterrisseur puisse se réchauffer et par la même occasion recharger ses batteries. Ainsi, nous pourrions poursuivre nos expériences scientifiques et reprendre les forages par exemple. De fait, en novembre dernier, la tentative de forage n'avait pas abouti, mais les choses pourraient bien changer. Les images que l'on a faites montrent que si l'on tourne un petit peu notre Philae par rapport à ses pieds, alors tout d'un coup le forage va pouvoir avoir accès à ce matériau que les images montrent être le plus fabuleux des matériaux qu'on pouvait imaginer, parce que dans ce matériau, il y a tous les blocs d'origine de glace chargés de molécules organiques à notre portée. Bref, avec Rosetta, pas un instant de répit. Nous téléchargeons les données quotidiennement depuis nos instruments embarqués sur Rosetta, qui nous fournit donc des informations tous les jours, sans faute. Nous examinons ces données, nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Maintenant, nous sommes au beau milieu de la science et d'une certaine façon, c'est une question de vie ou de mort. En gros, il se passe des choses en ce moment et il faut prendre la bonne décision opérationnelle pour les observer. Sinon, nous risquons de rater pour toujours l'occasion de faire ces mesures. C'est maintenant ou jamais. Pour Rosetta et Philae, la chasse à la comète a débuté en 2004 et une décennie plus tard, nous voilà en train de repenser et de réécrire la surprenante formation du système solaire. Voici un nouvel épisode de notre série L'Académie des astronautes. Cette fois-ci, nous quittons Cologne pour rejoindre la Station spatiale internationale où nous attend Samantha Cristoforetti, qui va nous parler de son quotidien à bord de l'ISS. L'espace offre un environnement unique, la pesanteur. Dès l'ouverture de la trappe du vaisseau de ravitaillement Dragon, nous avons immédiatement récupéré les échantillons pour réaliser une expérience pour l'ESA appelée T-Cell, consistant à activer des cellules immunitaires en microgravité. Pour que les cellules ne s'abîment pas, il a fallu les récupérer très rapidement du Dragon où elles étaient stockées au froid. Notre temps était donc compté, mais nous y sommes parfaitement parvenus. Des choses se produisent dans l'espace alors que l'on ne s'y attend pas. C'est d'autant plus stimulant que cela pose d'autres questions et ouvre de nouvelles possibilités de découverte. Le mois prochain, Space vous révélera en quoi les satellites peuvent nous aider à mieux comprendre les océans. À bientôt.